mariage entre Henriette de France, fille du roi Henri IV, assassiné quelques années plus tôt par un fanatique religieux catholique, et sœur du roi Louis XIII. Oui, ce mariage avec le roi Charles Ier d'Angleterre, dont George Villiers en était l'entremetteur. Spoiler alerte, en plus de battre de l'aile, ce mariage est un véritable échec. Suite à quoi, la majeure partie de l'entourage français de la reine fut expulsée d'Angleterre. Cette fois-ci, la raison de leur expulsion ne souhaitait pas se convertir à l'anglicanisme, le courant religieux situé à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme. De plus, les Anglais craignent que la France, devenue suffisamment puissante à leurs yeux, ne crée une véritable flotte leur permettant de les concurrencer à travers leurs colonies, compagnies de commerce. 1627, le principal ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu, prend donc des mesures militaires, et ce afin d'éviter que La Rochelle ne devienne au bénéfice des Anglais une sorte d'État dans l'État. Et c'est alors qu'elle commet, aux yeux de la couronne royale, l'irréparable. Oui, car comprenez que cette cité portuaire de 28 000 habitants abrite la plus puissante communauté protestante d'Europe. Ce sont pas moins de 18 000 huguenots. Ce surnom leur est donné par les catholiques, terme péjoratif désignant les protestants, dont le nom officiel est religionnaire, qui contrôlent un empire qui s'étend de l'Amérique à la mer Baltique. La ville de La Rochelle est très riche. Sa charte commune permet de bénéficier de privilèges fiscaux et économiques très importants, ce qui la rend quasi indépendante. Son port connaît une activité intense. On y exporte des denrées telles que le sel, le vin, à travers l'Espagne, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, les Pays-Bas. Du coton, de la laine, La Rochelle est en quelque sorte la porte d'entrée des épices, telles que le poivre, la girofle, le gingembre, la muscade de safran. L'édit de Nantes, promulgué par le roi Henri IV, 1598, aussi appelé l'édit de tolérance, permit ainsi de mettre fin aux conflits religieux ravageant le royaume de France. Cet édit accordait des droits religieux, politiques et civils aux protestants. Henri IV avait donc accordé à La Rochelle des privilèges extraordinaires. Et nous verrons à travers ces prochaines vidéos que ce que Père a fait, Fils se devra de le défaire. Et ce, bien entendu, afin d'unifier tout le royaume de France. Ainsi, la ville possède sa propre armée, sa flotte de guerre, ses propres tribunaux et même le droit de lever des impôts. Cette autonomie fait d'elle un véritable État souverain au cœur du royaume français. Les tours Saint-Nicolas et tours de la Chaîne gardent à l'entrée du port, reliées par une chaîne massive qui peut bloquer l'accès maritime aux navires, et ce en quelques minutes seulement. Cependant, les notables rochelais franchissent la ligne rouge. Ils programment unilatéralement la nouvelle République de La Rochelle, et ce sur le modèle des provinces unies hollandaises. Cette déclaration d'indépendance constitue un acte de haute trahison aux yeux de Louis XIII. Le maire de la ville, Jean Godefroy, dirige cette rébellion avec l'appui de pasteurs protestants ainsi que de riches armateurs. C'est ainsi que la ville noue des alliances secrètes avec l'Angleterre et les Nations Unies afin d'être livrée en armes, en munitions, ce qui permettra de financer leur résistance. Cette politique étrangère autonome constitue une provocation intolérable pour la monarchie française. Richelieu observe cette situation avec une colère froide. Pour lui, La Rochelle représente le cancer qui ronge l'unicité du royaume. Le cardinal comprend qu'il doit écraser définitivement cette rébellion afin d'imposer l'absolutisme royal sur l'ensemble du territoire français. 1625, Richelieu élabore ses plans pour soumettre La Rochelle. Derrière ces hauts murs, nous voyons aujourd'hui de belles tours démesurées. Imaginez cette cité bien protégée par ses remparts, installée au fond d'une baie très difficile à prendre, entourée par ces détroits que l'on nomme le Pertuis d'Antioche, composé de l'île de Ré, les îles d'Aix ainsi que l'île de Léron. Une ville bien fortifiée, bien placée. Après ces années de travaux, nous y voyons ériger des fortifications, marais et cours d'eau en bordée les plus longs côtés. La courtine y était coiffée d'une poivrière en ardoise. Au sud, elle s'ouvrait sur la mer. Une série de tours en rompaient la ligne. Elles étaient toutes défendues par des éperons, des bastions ainsi que des fossés. Bref, allez donc prendre une ville comme celle-ci. C'est alors que Richelieu fait construire le fort Saint-Louis face à la ville rebelle qui s'était barricadée sur elle-même. Une provocation délibérée qui irrite au plus haut point les Rochelais. Cette citadelle royale surveille en permanence les mouvements dans le port et constitue une épine dans le flanc de la cité protestante. C'est alors que le cardinal accumule secrètement des moyens militaires nécessaires à un siège longue durée. Il fait venir des ingénieurs italiens spécialisés dans la polyure cétique, technique de siège, l'art d'assiéger les villes. Cette préparation minutieuse témoigne de sa détermination à réussir là où les précédentes expéditions ont échoué. La Rochelle n'en est pas à son premier coup d'essai. Déjà en 1568, les protestants voulaient en découdre avec l'église, cherchaient à brûler les églises. Il est même arrivé qu'ils jettent 18 prêtres du haut de la tour de la lanterne. Et 5 ans plus tard, l'armée royale perd 20 000 de leurs hommes. Et ce, en tentant de reprendre la ville.
Croyez-moi que le duc d'Anjou en a gardé de sacrés souvenirs. Néanmoins, les Rochelais ne restent pas inactifs face à tous ces préparatifs menaçants. Ils renforcent leurs fortifications, creusent de nouveaux fossés et accumulent les vivres afin de résister à un siège de longue durée. À la suite de quoi, le 12 juillet 1627, George Villiers, duc de Buckingham, débarque sur l'île de Ré avec une armada de, tenez-vous bien, combien ? 98 navires. 74 vaisseaux de ligne, des vaisseaux de combat, 24 vaisseaux de ravitaillement, quelques 20 000 hommes auxquels nous pouvons en compter 6 000 soldats. Cette expédition transforme le conflit rochelais en crise internationale. Buckingham poursuit un double objectif, soutenir les protestants français ainsi qu'affaiblir la marine française. Ce qui, ma foi, menace leur hégémonie. Comprenez bien que Richelieu va se débarrasser d'eux. Une véritable débâcle. De son côté, l'armée royale établit ses positions tout autour de La Rochelle et commence à creuser une circonvallation de 12 km autour de la ville. Cette muraille de terre, ponctuée de 11 forts et redoutes, coupe toute communication terrestre. Les ingénieurs français creusent des tranchées profondes, élèvent des palissades et installent des batteries d'artillerie pour pilonner les remparts rochelais. Le 10 septembre 1627, un petit huguenot, petit comme ça, aperçoit des travaux de terrassement Fort Saint-Louis. Il allume une mèche, le premier coup de canon est lancé, envoyé en direction de l'armée royale contre le Fort Saint-Louis. Aïe, le ton est donné. Cette première salve officialise l'état de guerre entre la ville protestante ainsi que l'armée royale. Richelieu dispose enfin du casus belli nécessaire afin de justifier un siège en bonne et due forme.